Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la présente question prioritaire de constitutionnalité a pour objet l'article 56-1 du Code de procédure pénale qui organise les perquisitions au cabinet ou au domicile d'un avocat. Il ajoute des garanties procédurales spéciales aux dispositions de l'article 56 du même Code, établissant le régime de droit commun pour les perquisitions. Depuis son apparition en 1986, cet article a été modifié à plusieurs reprises par la loi, toujours dans le sens de garanties renforcées, notamment pour protéger le secret professionnel. Or, ce secret ne s'applique plus lorsque l'avocat participe à une infraction. Justement, s'agissant du destinataire de la perquisition, il n'y a aucun doute. La lettre du texte et les travaux parlementaires démontrent clairement qu'il ne peut s'agir que de l'avocat. Nous verrons d'abord que l'existence de garanties spéciales permet une correcte conciliation entre les objectifs et les droits ou libertés garantis. Nous en déduirons ensuite que les moyens invoqués sont infondés. Les garanties spéciales de procédure concilient notamment les droits et libertés avec deux objectifs à valeur constitutionnelle que vous avez reconnus. La recherche des auteurs d'infraction d'une part et la sauvegarde de l'ordre public d'autre part. Elles visent aussi à lutter contre des activités illicites ou contraires à l'ordre public. Cet intérêt général peut justifier une limitation aux droits et libertés. Ces garanties essentielles sont les suivantes. Présence exclusive du bâtonnier et du magistrat instructeur, décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature des infractions sur lesquelles portent les investigations et les raisons justifiant la perquisition, saisie limitée aux documents relatifs à l'infraction mentionnée, contrôle du magistrat pour éviter des atteintes au libre exercice de la profession d'avocat, la possibilité d'opposition du bâtonnier aux saisies, impliquant mise sous scellé des objets litigieux. Et ces opérations font d'ailleurs l'objet d'un procès-verbal distinct. Et surtout, garantie fondamentale, un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention dans le délai bref de 5 jours. L'autorité judiciaire est donc la principale garantie de cette procédure, garantie suprême reconnue par votre juridiction. La Cour de cassation a d'ailleurs récemment jugé, le 3 avril 2013, voir sa décision de M. Vianney, que la QPC portant sur l'article 56-1 ne présente pas de caractère sérieux, car cet article prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat. Avant d'entrer dans l'examen au fond de la disposition, rappelons que tout moyen d'inconventionnalité invoqué ne saurait être opérant, car le Conseil constitutionnel n'est pas juge de la conventionnalité des lois, voir votre décision numéro 2010-605 DC. Il est ainsi fait grief à cette disposition la méconnaissance de la liberté d'entreprendre, du droit de propriété, du principe d'égalité, du droit au respect de la vie privée, de la liberté individuelle et du principe d'inviolabilité du domicile, et des droits de la défense. L'atteinte au secret professionnel a également été soulevée, mais ce secret n'est pas un droit ou liberté que la Constitution garantit. En tout état de cause, il n'est pas non plus absolu et cède devant l'intérêt général de sûreté publique, défense de l'ordre public et de prévention des infractions pénales. Voir Conseil d'État, 14 octobre 2011, ordre des avocats mentionné aux tables. Il ne peut non plus être reproché à cette disposition la méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la loi. D'une part, parce que cet objectif n'est pas invocable en lui-même au titre d'une QPC, voir par exemple votre décision QPC du 6 avril 2012. D'autre part, parce que les documents ou objets pouvant être saisis sont clairement déterminés. Ce sont ceux en relation directe avec l'infraction visée par le magistrat dans sa note écrite. La loi ne peut à l'évidence en fixer une liste exhaustive. Contester cette circonstance revient à contester l'application de la loi sans objet dans un contentieux constitutionnel. Le terme infraction contenu dans l'article 56-1 est d'ailleurs sans équivoque. D'une part,
l'insertion de cet article dans le chapitre 1er des crimes et délits flagrants du Code de procédure pénale limite clairement le domaine ouvert aux investigations en question. D'autre part, le magistrat décidant la perquisition devra de toute manière indiquer la nature de l'infraction sur laquelle portent les investigations. Cet objectif de clarté et d'intelligibilité de la loi n'a donc, dans ces conditions-là, pas été méconnu. Vous constaterez également que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est inapplicable en l'espèce. Comme vous le jugez, cet article et le principe de l'égalité des délits et des peines qu'il recouvre ne s'appliquent qu'aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Mais qu'est-ce qu'une punition ? Eh bien, une punition se définit par son motif. C'est une méconnaissance d'obligation. Et son but aussi, infliger une peine. Or, toute atteinte à une situation individuelle n'est pas une peine. Encore faut-il qu'elle vise à réprimer une faute. Ce n'est pas le cas dans l'article 56-1. Les perquisitions restent des actes d'investigation et ne constituent pas une peine. Voir votre décision QPC numéro 2010-1927 que j'ai déjà précitée. Le moyen tiré de la violation de cet article ne peut donc être retenu. Ensuite, aucun droit ou liberté constitutionnelle invoqué n'est absolu. Chacun de ces droits ou libertés doit être concilié avec d'autres principes. Et ces principes peuvent connaître des restrictions justifiées par l'intérêt général. Or, justifie une restriction au droit à la vie privée, au recours effectif à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété, l'objectif de recherche des auteurs d'infraction est celui de préservation de l'ordre public. Voir votre décision QPC du 18 novembre 2011, Élise et autres. Mais les restrictions doivent être proportionnées et nécessaires à l'objectif poursuivi par la loi. C'est justement sur ce point-là que porte votre contrôle. La procédure instituée par l'article 56-1 est à cet égard nécessaire, équitable, proportionnée et juste. Nécessaire car il s'agit de concilier les objectifs législatifs et les droits et libertés. Votre décision QPC du 18 novembre 2011 précise, je cite, que la lutte contre les activités contraires à l'ordre public constitue un intérêt général susceptible de justifier une limitation à la liberté d'entreprendre. Votre décision d'essai du 22 mars 2012 indique que le droit au respect de la vie privée connaît des restrictions proportionnées, justifiées là encore par l'intérêt général. Enfin, votre décision QPC du 12 novembre 2010 justifie la restriction du droit de propriété par un motif d'intérêt général là encore. Procédure équitable ensuite, car cette procédure est contradictoire. Si l'assistance de l'avocat perquisitionné par un confrère n'est pas prévue par l'article 56-1, elle n'est pas non plus interdite. Sa présence n'est d'ailleurs pas requise au regard de votre jurisprudence récente. Le principe du contradictoire n'est d'ailleurs pas obligatoire pour de telles investigations. Il ne le devient qu'à partir du moment où le ministère public veut se prévaloir des résultats de ces perquisitions. Et c'est ce qui ressort, là encore, de votre jurisprudence constante. Équité et contradictoire aussi, car le bâtonnier peut s'opposer aux saisies et présenter ses observations sur la décision du magistrat en présence de l'avocat. Procédure proportionnée, encore. L'article 56-1 offre une batterie de garanties spéciales pour maintenir la proportionnalité dans l'atteinte. Citons 3 garanties particulières. Premièrement, les perquisitions à toutes fins utiles ou les perquisitions générales sont interdites. Deuxièmement, les perquisitions s'effectuent subsidiairement, le magistrat ayant l'obligation préalable, et je souligne le mot préalable, de réaliser toutes mesures utiles à la protection du secret professionnel. Troisièmement, cette nécessité s'illustre par l'ordonnance motivée que le magistrat rédige avant de mener la perquisition. La procédure est enfin juste parce qu'elle garantit la sincérité des constatations avec la présence du bâtonnier ou bien de son délégué. Dans ces conditions-là, le grief invoqué ne saurait être retenu. J'en viens maintenant au respect de la liberté individuelle qui recouvre l'inviolabilité du domicile.
Ces perquisitions se déroulent sous l'autorité des magistrats judiciaires, garants des libertés individuelles au sens de l'article 66 de la Constitution, et statutairement indépendants. Comme votre jurisprudence l'indique, leur seule présence garantit le respect des principes constitutionnels. Voir votre décision QPC numéro 2010-19-27. Mais surtout, dans le cas d'une quelconque opposition, il revient au juge des libertés de statuer. Cette circonstance est là encore fidèle à votre jurisprudence qui impose le contrôle strict de l'autorité judiciaire. Quelle meilleure garantie des libertés que celle du contrôle de ce juge des libertés au nom si révélateur? Et quid de la période de perquisition? C'est l'article 59-1 du Code de procédure pénale qui précise qu'elle ne se déroule qu'entre 6 h du matin et 21 h le soir. Vous constaterez donc que l'article 56-1 s'insère et doit s'apprécier à l'aune d'un ensemble normatif plus large, comme le fait d'ailleurs la Cour de cassation dans son arrêt établissement Gragnoux du 1er décembre 2010. Dans ce cas, il ne fait aucun doute que la disposition litigieuse respecte la liberté individuelle. Mais elle respecte aussi le droit au recours effectif. L'absence de recours contre l'ordonnance du juge des libertés est justifiée, dans l'esprit du législateur, par le souci d'assurer les objectifs à valeur constitutionnelle précités, mais aussi celui de bonne administration de la justice. C'est cette conciliation qui a été préférée par le rapport Canivet en 1999. Votre décision QPC, M. Samir A, est éclairante à ce sujet, puisque vous jugez, je cite, qu'il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'exclure la possibilité d'un appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent. On retrouve aussi cette proportionnalité dans le recours possible a posteriori, devant la chambre de l'instruction par exemple. Les parties peuvent parfaitement demander la nullité de la saisie devant la juridiction supérieure. C'est important. La volonté du législateur n'est donc pas excessive dans la mesure où un recours est légalement prévu. Enfin, le respect du principe d'égalité ne pose pas de difficultés particulières dans notre affaire. Nous vous renvoyons donc à nos écritures qui démontrent la non-violation de ce droit au regard de votre jurisprudence. En réalité, au vu de l'ensemble des garanties législatives spéciales que nous avons citées, l'incompétence négative du législateur ne peut être invoquée ni au regard de la liberté d'entreprendre, ni au regard d'un autre droit ou liberté que la Constitution garantit. L'organisation d'une procédure spéciale, par ses garanties renforcées, s'est donc imposée. Elle aboutit à l'article 56-1 qui concilie suffisamment les droits et objectifs constitutionnels. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous inviter à constater que la disposition litigieuse ne méconnaît aucun des droits ou libertés garantis par la Constitution. À titre subsidiaire, si vous en décidiez autrement, je vous invite à préciser que votre décision ne vaut que pour l'avenir. Et pour la sécurité juridique, afin d'éviter les conséquences manifestement excessives, il conviendrait de différer la date d'effet de votre décision en reportant son abrogation. Je vous remercie. Merci, monsieur.